Avoir de bonnes habitudes financières, comment fait-on? Ici Zara Issani, coach en quête de sens pour mieux passer à l'action. Je suis aujourd'hui avec Marc Blais. Bonjour Marc. Bonjour Zara. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, c'est ensoleillé, c'est merveilleux, je vis à la campagne, c'est parfait. On a une semaine de beau temps, on va en profiter. Alors Voilà. pour les amis qui nous écoutent à travers le monde, on est à Montréal. Et toi Marc, tu es? Dans la Beauce, en fait, pour ceux qui connaissent la France, il y a une région qui s'appelle la Beauce aussi. C'est un peu différent, mais c'est quand même la Beauce, tout près de la ville de Québec. Voilà. Voilà. Écoute, on va aller tout de suite sur le sujet. On parlait d'habitudes financières et je sais, tu me disais en début quand on a commencé, Zara, habitude, je suis pas sûre du mot. Vas-y, parle-moi de ça. Bon, voilà pourquoi. C'est que j'aime pas les habitudes. Je considère que les habitudes, ça tue, c'est mauvais, etc. Par contre, ça en prend quelques-unes et il y en a quelques-unes qui peuvent être bonnes. Moi, je parlerais plutôt de changement plutôt que d'habitude. Parce que souvent, si on est dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Et je crois que tu es thérapeute toi aussi, Zara, quand on dit aux gens de changer quelque chose, c'est facile de le dire aux autres. C'est plus difficile quand c'est en rapport avec nous. Donc, personnellement, j'ai fait un peu quand j'ai écrit mon livre, j'ai fait un peu d'auto-coaching sur moi-même et je me disais à chaque fois que je donnais un conseil par écrit, je me disais, et toi, Marc? Et là, la réponse était un petit peu plus difficile à obtenir. Et souvent, c'était moi, c'est pas pareil, vois-tu? Donc, et là, après, je creusais un peu, puis je me rendais compte que j'avais des choses à changer. Une des choses que j'ai changées, c'est que j'ai vendu une maison, puis maintenant, je demeure dans ma maison de campagne. Vois-tu? Genre, j'ai une seule maison. Donc, j'ai développé une forme de minimalisme qui n'est pas à l'extrême et qui est quand même une transition de vie pour quelqu'un qui avait beaucoup dépensé dans sa vie et dépensé pas toujours sur des choses fondamentales, disons. Que le fait de l'enseigner, moi, ça me ramène constamment à qui je suis, à ce que je devrais faire avec mon argent. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui me ressemble? Okay? Ça, c'est souvent le terme que j'aime employer. Est-ce que ce que je fais avec mon argent me ressemble? Et sinon, ça cloche. Sinon, c'est une mauvaise dépense. Sinon, ça accroche. Donc, je pense que parmi les choses qu'on doit changer et les habitudes à prendre par conséquent, c'est de regarder toujours pour chacune des dépenses qu'on fait, est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte? Et si ça m'apporte quoi comme tel? Et là, on est au niveau des sentiments, on n'est pas au niveau de est-ce que cette voiture, est-ce que ce vêtement, est-ce que si, par exemple, je prends un exemple personnel, j'ai magasiné dans un endroit superbe récemment et je suis venu très excité d'un produit qui est un veston de cuir, en fait, de très haut de gamme, un truc à 1000 $ et plus. Et là, je tournais autour, puis j'achète jamais du premier coup, surtout un truc comme ça. Donc, je me questionne à un moment donné, au bout de 15-20 minutes, et je me dis, qu'est-ce que ça m'apporterait? Là, je me laisse aller comme ça en me disant, ben, je vais recevoir une réponse honnête et tout ça. Et là, la réponse, ça a été quelque chose comme ce que les gens vont penser de moi. Vois-tu? Et là, ça m'a coupé les jambes. Je me suis dit, OK, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Ça aurait été un très mauvais achat. Et je dis toujours, quand on est rendu à acheter pour être reconnu par les autres, ben peut-être que ça serait moins dispendieux une consultation avec un thérapeute. Vois-tu? Ça aurait été quoi la bonne réponse pour toi parce qu'il y a des gens qui vont acheter, puis ça va être des bonnes choses pour Ben, elles. une Ça bonne aurait été réponse, quoi? ouais, une bonne réponse, c'est j'en ai besoin. Par contre, moi, je suis un acheteur impulsif. D'accord? Je me guéris, je pense que je suis assez bien guéri, mais il reste que pour quelqu'un qui est impulsif ou compulsif, j'en ai besoin, c'est pas une bonne réponse parce que j'ai besoin de tout. OK? Et tout me fait plaisir. Vois-tu un peu le contexte? Alors que pour quelqu'un qui est plus assis sur ses vrais besoins, ben, il va constater que ce veston de cuir, par exemple, ben, écoute, non, j'en ai déjà un, il est très bien. Peut-être dans 2 ans, quand, OK, les choses auront changé. Mais pour quelqu'un comme moi, c'était vraiment pas la bonne réponse. J'en ai besoin. Donc, j'en ai besoin pourquoi? Et là, c'est là que la vérité sort et c'est J'adore. dessus. Donc, ce fameux besoin, il est très, très large et il peut donner un OK pour un achat. Alors que dans les faits, tu n'arrives pas à... Moi, dans le passé, j'arrivais pas à prioriser
ce qui est important pour moi. Donc, tu me proposes un veston à 1000 $, clac, j'allume parce qu'il y a de la place sur ma carte de crédit, parce que okay, c'est possible de l'acheter financièrement. Mes revenus étaient très bons, donc écoute, au pire, je vais le payer sur 60 jours, puis ça ne sera pas une catastrophe. Donc, et c'est ça, moi, je suis jamais arrivé à la catastrophe financière parce que j'avais un petit signal qui me disait, oh, c'est assez. Et quand j'avais dépassé les bornes, ben à ce moment-là, je me concentrais sur le remboursement de ma carte de crédit. J'en avais pour quelques mois et puis ça allait assez bien. Mais un jour, j'ai quand même fait le bilan de ça, puis je me suis dit, OK, qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, j'ai décrit ce que j'appelle une dépense. Qu'est-ce que c'est qu'une dépense prioritaire? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dépense prioritaire pour Zara? Ça peut être un logement convenable, ça peut être des vêtements de base chauds qui conviennent, ça peut être un chalet à la campagne, ça peut inclure les voyages, vois-tu? Et ça, c'est fonction de chaque personne. Ça t'aide à être, en fait. Si on prenait l'exemple un peu du veston, la femme, parce que je fais partie de plusieurs groupes de femmes qui disent, mais quand j'ai des gros groupes où je dois enseigner à 300 personnes, je vais me faire la manicure, je vais me faire mes cheveux, je vais m'acheter une robe où je me sens bien, pour être dans ma puissance, dans mon plein pouvoir, dans mon plein potentiel, finalement. Oui. Tu réponds à l'être, en fait, c'est ça? Voilà, à l'être. Okay. Voilà. Dans ce que tu décris, j'ai rien senti qui était en dehors de toi. Okay? J'ai senti quelqu'un qui veut être, qui a un besoin par rapport à sa mission, okay? De communiquer, d'aider les gens. Tu te rends plus visible, tu te rends plus intéressante aux yeux des autres et donc, tu remplis ta mission, vois-tu? Par contre, si j'achète un truc parce que les gens vont me remarquer, me reconnaître, OK? Alors qu'on ne peut que se reconnaître soi-même. Exactement. Vois-tu, c'est là que ça accroche. Bon, alors, moi, je dis toujours, l'argent, c'est une forme de miroir. Alors, un des trucs que j'aime bien, c'est de regarder ce que je fais avec mon argent. Moi, j'ai pris depuis 35 ans que je vois des gens, je vois leur situation financière en tant que comptable et j'ai vu par la suite des CEO de compagnies, j'ai vu des gens sans connaître leur chiffre parfaitement, je savais d'instinct ce qui faisait de bien et ce qui faisait de mal et je me suis rendu compte que la majorité des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font avec leur argent et deux, ils font pas ce qu'ils devraient faire avec pour être heureux. Donc l'argent étant un outil pour être heureux, c'est pas un moyen. Un moyen, un outil, effectivement. Et en l'utilisant de la bonne façon, ben, tu peux arriver à atteindre tes buts, à faire plaisir à des gens que tu aimes, etc. Maintenant, ce que tu fais avec ton argent pour l'instant, c'est un miroir de ta réalité et c'est ça qui est difficile. Alors moi, en décortiquant toutes les fonctions de ce que c'est que la finance personnelle, j'ai éliminé tous les termes techniques, j'ai voulu faire éclater tout ce qui est financier, tout ce qui est chiffre, parce que c'est souvent ce qui freine les gens, y compris moi-même, qui est un comptable. Et là, je suis arrivé à dire, il y a une tâche qu'il faut faire, à mon avis, c'est de savoir ce qu'on fait avec notre argent. Et là, il y a plusieurs outils possibles, mais un des outils, c'est tout simplement de noter dans un calepin. Il y a une tendance actuellement de laisser de côté les applications pour noter dans un calepin exactement ce qu'on fait. Puis on dirait que c'est comme écrire à la main, hein, le fait d'écrire, ça fait le lien avec le cerveau. Et là, il y a un constat à faire. C'est très rapide. Tu peux faire ce constat-là après une semaine en disant, écoute, cette semaine, c'est fou, hein, je suis allé au restaurant 3 fois, j'ai dépensé 150 $ ou j'ai acheté 200 $ de vêtements. Non, c'est intenable, ce truc-là, c'est OK. Et est-ce que c'est ce que je veux? Donc, dans mon cas, mes dépenses prioritaires, c'est prendre un bon café. Moi, j'aime beaucoup l'expresso. J'aime voyager. Okay? Puis j'aime m'alimenter bien, donc bio. Une fois que j'ai dit ça, on peut avoir 3 ou 4 priorités, là, mais on ne peut pas en avoir 22. Vois-tu? Oui, parce que non, sinon tout devient important, ça ne marche plus. Tout devient important, ce qui était mon problème. Vois-tu? Donc, au bout de 3 ou 4 priorités, là, je suis en mesure de dire, ben, écoute, c'est ça que je suis, c'est ça que j'aime. Je peux changer en tout temps, là, je peux changer d'idée, mais pour l'instant, ce sont mes 3 ou 4 priorités. Donc, je vais dépenser en fonction de ce que j'aime. C'est certain que j'ai un loyer à payer. C'est certain que j'ai une voiture et j'ai possiblement fait des erreurs dans le passé qui m'ont engagé envers des créanciers. Donc, j'ai peut-être une maison trop grosse, j'ai peut-être une automobile qui me coûte trop cher. Ça, c'est autre chose. Ce sont ce qu'on appelle les frais fixes. Mais tout ce qui est frais variables me touche à tous les jours et le marketing, la publicité m'attaque de plein fouet, de toutes les façons possibles. Et c'est ce que j'allais te dire, parce que dans ton livre, justement, les amis, il y a un super livre et il en parle de ce marketing-là. Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière. C'est exactement ça dont tu parles. Je te laisse aller sur le marketing, vas-y.
Ben, écoute, on peut, tu sais, c'est comme le reste de la vie. On peut dire que c'est la faute des autres parce que le marketing est trop puissant. En passant, on est allé très loin. On est rendu très loin au niveau du marketing aujourd'hui. On a allié deux sciences, c'est-à-dire le marketing. En fait, trois sciences. Le marketing, la publicité et la psychologie. Donc, on arrive à dire, il y a des gens qui ont un besoin de reconnaissance. Si je prends cet exemple-là, tu connais très bien les 5 blessures de Lise Bourbeau. Bon, Oui. eux, ils ont pris ces 5 blessures-là. Ils ont fait un lien avec une façon de parler à un blessé. Et nous sommes tous blessés à quelque part et à certains niveaux. Et ils proposent un produit. Alors, si on remarque bien comment se passe la publicité qu'on nous montre partout sur Internet, les tableaux publicitaires quand on circule en voiture ou en transport en commun, on nous parle rarement de la qualité du produit. On nous dit rarement, ce vêtement est fait de tel tissu, durable, de qualité, dans lequel vous êtes bien. Mais on nous dit ce que vous allez ressentir. Donc, c'est le premier piège. Ça vous parle de comment vous allez vous sentir grâce à ce produit. Déjà, vous savez qu'il faut se méfier. Et 99% des publicités sont faites comme ça. Maintenant, une fois qu'on sait, on sait tous maintenant, là, avec ce qu'on vient de dire, que c'est comme ça que se passe la publicité, bien, on est responsable. Tu sais, tu es responsable. Donc, tu peux plus blâmer les publicistes. C'est à toi de prendre le temps de t'arrêter, de vérifier ton besoin avant. Voilà. Et là, il y a plusieurs trucs possibles. On peut penser à retarder un achat, un peu comme l'exemple que je donnais précédemment. Donc, oui, j'ai le goût. Tiens, moi, je me fais toujours la réflexion. Un jour, je vais acheter ça. C'est bien, ça me va, ça me convient, je trouve ça beau, c'est, oui, une qualité, ça possède des qualités que je recherche. Et là, je réfléchis par la suite. Le lendemain, souvent, la passion de ce que je voulais acheter est passée. Donc, et là, je me rends compte que j'en avais déjà 2 vestons de cuir chez moi. Alors, un troisième m'aurait rendu un tout petit peu plus heureux que je le suis, mais quand même pas pour 1000 $, vois-tu? Donc, un bon expresso avec des amis ou un bon verre de vin, pour moi, c'est de loin supérieur à cette émotion-là, si tu veux. Donc, c'est comme ça que je mets en compétition ce que je peux faire avec 100 $, avec 100 €, autre que ce produit qu'on cherche à me vendre présentement. Donc, si j'aimerais voyager une fois par année, les hivers sont très durs au Québec, comme tu sais. Ah oui? Oui. Même en France, j'ai vérifié récemment. Et vois-tu, on se dit, ben écoute, ça serait bien d'aller dans le sud, mais c'est quand même 1000, 1500 $. Ouais, mais là, ici, j'ai un 100 $ là, qu'on cherche à me faire dépenser. Qui pourrait partir d'un coup. Donc, peut-être que c'est l'occasion de prendre ce 100 $-là, le mettre de côté dans un compte particulier que je vais appeler voyage, OK? Puis, c'est 100, plus 100, plus 100. Et en mars, je quitterai avec mes amis plutôt que les regarder partir, vois-tu? Plutôt qu'avoir une garde-robe épouvantable, je serai en voyage si ça correspond à qui je suis. Voilà. En fait, justement, dans ton livre, tu développes plusieurs outils, plusieurs moyens de t'occuper de ton argent, de regarder aussi les indicateurs un peu. Hein. Tu parles d'actifs passifs, tu parles de beaucoup de choses très techniques, mais en même temps tu l'as vulgarisé en fait pour plein de gens. Il y a un point que tu as effleuré tout à l'heure sur lequel j'ai envie de revenir et on en avait déjà parlé à notre première rencontre. C'est l'histoire de l'argent, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup même de personnes qui vont au travail, qui essayent, qui vont se comparer aux autres, qui vont comparer leur salaire aux autres, en fait, c'est la course un peu à l'argent tout le temps. Et je dois l'avouer, j'ai été dans cette course-là jusqu'à temps que je comprenne, il y a eu un déclic à un moment donné qui a fait, hein, mais en fait, non, fais ce que tu aimes, puis le reste suivra. Et à partir de là, tout a débloqué. Et j'aimerais ça t'entendre sur ce sujet-là. Ben écoute, moi, ce qui me vient, c'est que les gens qui nous écoutent notent cette question à se poser à soi-même. Pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Tout simplement. Et là, ce qui va sortir, c'est personnel à chacun, ça ne sera pas en lien avec l'argent. Ça sera en lien avec d'autres choses. D'autres choses étant qui je veux devenir. Puis on ne peut pas devenir autre chose que qui on est, d'accord? Et là, on s'imagine souvent à tort que si j'avais de l'argent, je serais heureux. Que si j'avais payé mon hypothèque, le jour où j'aurais payé mon hypothèque, moi, j'aurais plus de stress dans la vie. Ça sera fini. Alors, un jour, j'ai remboursé mon hypothèque en totalité, ce qui est un bel accomplissement financier.
Et là, le stress s'est maintenu. Alors, j'ai consulté parce que je me suis dit, tiens, écoute, c'était pas ça. Et je m'étais dit avant, si c'est pas ça, je consulte. Alors, il y avait un déséquilibre, le désir qui n'était pas lié au stress financier, ben, j'en avais plus de stress financier. Quand tu n'as plus de dette comme telle et que les sous rentrent normalement, il suffit de gérer ça au bon plaisir, puis ça va assez bien. On a toujours des limites. D'ailleurs, tout le monde, 100% des gens sur la planète ont des limites financières. On s'imagine en tant que millionnaire, même un milliardaire n'a pas besoin de compter. Mais c'est faux. Tout le monde peut faire faillite s'il dépense de façon déraisonnée, de façon qui s'éloigne de qui il est comme personne. Donc, à la question « Pourquoi est-ce que je veux de l'argent ?» va découler d'autres choses qui vont vous amener vers probablement les blessures, probablement des trucs à améliorer dans nos vies. Et on va se rendre compte que le problème, c'est pas l'argent. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas mieux le gérer. Souvent, ce que je vois, moi, c'est une haine envers l'argent. L'argent, c'est mauvais parce qu'on connaît quelqu'un qui est mauvais avec son argent. Une des choses qui se produit en société, c'est que les gens pour qui l'argent, c'est très important, c'est des gens qui ont un besoin de pouvoir. Puis souvent, ce pouvoir-là, il exerce de façon malsaine. Et on veut surtout pas ressembler à ces gens-là. Mais je connais aussi des gens qui... qu'on s'auto-sabote finalement. Parce qu'on le veut, mais on le veut pas parce que sinon, on va devenir comme eux. Qu'est-ce qu'on se fait à nous-mêmes lorsqu'on nie l'argent? Lorsqu'on nie cette image-là, qui est vraie, parce qu'il y a vraiment des gens qui exercent mal leur pouvoir grâce à leur argent. Si tu leur enlèves leur argent, ils ont plus de pouvoir, ils sont plus en situation d'autorité et ils perdent tout. Alors, ils savaient ça, eux, parce qu'ils ont fait ce choix-là. Et nous, on veut pas être comme ça. On veut que l'argent soit un outil. Alors, à travers les 5, 6, 7 sphères de notre vie, selon comment on les énumère, il y a l'argent qui en fait partie. Il y a l'amour, hein, vivre sans amour, c'est pas agréable. Un travail agréable, c'est super. La famille, les amis, avoir un lien avec la communauté, aider les gens d'une façon quelconque, à sa façon, que ce soit de l'argent ou bénévolement, c'est tout à fait merveilleux. La santé, une certaine spiritualité. Et on voit l'argent qui a des liens avec tout ça, là. Moi, je l'ai placé dans un tableau au centre, pas parce que c'est le plus important, mais à cause de ces interactions. Alors, si on pense, par exemple, à la santé, il y a des trucs qu'on veut ou voudrait faire pour améliorer notre santé, ben ça prend quand même des sous. Alors, manger mieux, ça prend quand même des sous, etc. Donc, pour moi, c'est central à cause des interactions, pas à cause de son importance, mais il reste que si, à travers notre vie, il manque cet élément-là, c'est-à-dire que si on ne maîtrise pas cet élément-là, cette sphère-là de notre vie, ben tout le reste est moins bon, est moins agréable, est moins réussi. C'est un peu ça c'est un peu ça ma mission à travers ce livre. C'est un peu de démystifier, de rendre le terme argent beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus accessible et agréable. Et moins tabou aussi, qu'on en parle. L'argent est sans doute aujourd'hui, je suis content que tu le mentionnes, le sujet le plus tabou. On peut reculer de 10 ans ou de 20 ans, voir par exemple des thèmes comme la sexualité, la violence conjugale, les maladies qu'on appelait les maladies mentales, par exemple, ou même les maladies vénériennes, vois-tu? Des trucs dont on peut parler, mais si j'ai un problème financier, si ma carte de crédit n'est pas payée alors que je suis un comptable, c'est la honte, vois-tu? C'est la honte qui vient avec le problème d'argent, alors qu'en pratique, l'argent fait partie de nous et dès qu'on l'intègre à nous, comme un bras droit ou un bras gauche qu'on possède, on arrive à faire quelque chose. Mais la négation de l'argent, c'est probablement un des plus grands pièges. Puis d'entendre « moi, je ne serai jamais riche », ben, tu es déjà riche comme personne de toute façon, donc c'est pas vrai. Tu peux être riche autrement. C'est pas vrai que tu veux pas un peu plus d'argent pour faire plaisir, te faire plaisir et faire plaisir aux gens autour de toi. Donc, oui, et puis, vas-y. En fait, j'avais envie de t'amener aussi sur le sujet. On a parlé un peu des personnes justement qui utilisent mal l'argent en ayant avec le pouvoir, etc. Mais il y a aussi plusieurs personnes inspirantes qui en ont et qui savent comment faire. Et malheureusement, les journaux, les médias ne relayent pas forcément l'information. Pour moi, j'appelle ça le journal des bonnes nouvelles. J'aimerais pouvoir lire un journal où il y a juste des bonnes nouvelles. Je pense à Anthony Robbins, je pense à Oprah, je pense à Ellen DeGeneres, je pense ici au Québec, Daniel Henkel. Ça peut même être une motivation. Donc, j'entends à l'occasion, si j'avais de l'argent, j'en donnerais. Okay? Mais on peut la renverser, cet élément-là, en disant,
Non, je vais avoir de l'argent pour en donner. Mhm. C'est merveilleux. Mais tu donnes 10 tu as donné quelque chose. Tu as fait quelque chose pour quelqu'un et à l'occasion pour quelqu'un que tu connais même pas, ce qui est tout à fait extraordinaire. La même chose, on peut le faire avec notre temps. Donc, si on a certains moyens financiers, on peut prendre du temps ou de l'argent pour contribuer à des causes, à des trucs Mhm. qui sont tout à fait fantastiques. Puis, tu as amplement raison. Puis, quant à moi, c'est un élément de réussite personnelle tout à fait extraordinaire de pouvoir donner ou ce qu'on appelle redonner. Et ça existe beaucoup plus, tu as raison de le mentionner, ça existe beaucoup plus qu'on pense des gens qui donnent ou redonnent à la société. Et c'est pas toujours pour leur image, c'est plutôt pour le plaisir. D'ailleurs, il y a une donnée à ce niveau-là qui est assez intéressante. Parmi toutes les dépenses, moi j'ai fait une recherche à un moment donné, je me suis demandé quelle est la dépense qui donne le plus de plaisir. Évidemment, ça change d'une personne à l'autre. Il y en a une qui revient de façon systématique, qui bat toutes les autres. On pensait, par exemple, le voyage, le vêtement, peut-être très Mhm. agréable, manger, hein, les restos, écoute, il n'y a pas de limite, c'est tout à fait merveilleux. Mais sais-tu, la dépense qui rend le plus heureux, c'est le don. Mhm. Ouais. Tout, toute tranche de revenus confondue. Ah, ça veut dire beaucoup, hein? Ça veut dire énorme. Alors, pour moi, quelqu'un qui fait un revenu modeste, mais qui trouve la façon de donner 10 ou de donner quelques heures, Oui, c'est ça, du temps. il se nourrit, c'est merveilleux. Mais en même temps, c'est un petit peu le paradoxe total de la consommation. Je Mhm. consomme pour être heureux, mais ce qui me rend le plus heureux à la fin, peu importe combien j'ai accumulé d'argent ou combien je gagne, c'est ce que C'est je de fais pour les donner. autres. Ben oui. OK, mais c'est une leçon de vie incroyable. C'est merveilleux. Donc, j'accumule des sous, mais un jour, je vais pouvoir donner tant d'argent à mon association préférée. Mhm. Écoute, c'est C'est fantastique. wow. C'est fantastique. Ben, Ouais. merci infiniment, Marc Blé. Les amis, vous avez un super livre ici. Je vais mettre de toute façon en bas de la vidéo, tout autour, les liens de Marc pour le rejoindre. Posez-lui des questions. Il est là pour ça. Je te remercie infiniment, Marc, Merci, pour ce Zara. temps. Merci. Puis je vous jure que ce livre-là n'est pas technique, hein. Il y a des tableaux que j'ai mis en lien pour quelqu'un qui veut les vérifier, mais c'est le plus vulgarisé possible. En fait, ça s'apparente beaucoup plus à un livre de développement personnel à travers l'argent, à travers mon expérience et sûrement que vous allez vous reconnaître à travers les trucs et les idées qui sont là. Voilà. Génial. Alors, les amis, à la semaine prochaine. Et ben, écoutez, pratiquez, lisez, faites parce que c'est vous qui êtes assis sur la chaise. C'est vous qui tenez les commandes de votre vie. Ciao. Merci, Zara. La semaine prochaine, je rencontre Lise Bourbeau pour toi. On va parler de cancer, le lien entre la rancune et le cancer. Reste à l'écoute. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors sers-toi et utilise-les. Ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!